Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est un drame humain, dans tous les cas, qui est arrivé vendredi 24 juin aux frontières du Maroc et de cette enclave espagnole de Melilla. Un drame humain qui dénombre désormais 23 morts côté migrants et des centaines de blessés du côté des policiers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi 24 juin? Plus de 2000 hommes d'origine subsaharienne déclenchent d'abord un incendie pour faire diversion, faut savoir, puis armés de lances, certaines empoisonnées et autres armes blanches conçues à l'avance, il faut préciser également, prennent d'assaut le poste frontière de Melilla. Les images sont impressionnantes, elles ont circulé sur les réseaux notamment. Quelques vidéos donc tournent sur Internet et je vous propose d'en écouter le sonore de l'une de celles-ci. Voilà, c'est une vidéo prise évidemment, une vidéo amateur prise par un riverain tout simplement de ce poste frontière. On voit dans cette vidéo ces 2000 hommes prendre d'assaut le grillage, puis la clôture du poste frontière. Certains ont réussi à passer. On voit des vidéos d'ailleurs de ces centaines de migrants heureux qui ensuite courent sur le sol espagnol, de cette enclave espagnole, et faire des signes de victoire. Mais d'autres sont blessés et sont coincés de l'autre côté de la frontière. La frontière s'effondre, la clôture s'effondre, il faut le dire aussi. Depuis, la diplomatie s'enflamme. Le sort funèbre de certains de ces migrants aurait-il pu être évité? La police marocaine a-t-elle une responsabilité dans cette affaire? Ces questions sont posées. Les attaques en responsabilité commencent dans tous les sens. L'événement a provoqué bien sûr l'indignation internationale, avec notamment des propos d'une sévérité rare de la part de l'ONU, qui parle d'usage excessif de la force et inacceptable, selon le porte-parole de l'ONU. Les associations de défense des migrants, évidemment, sont également mobilisées. On a vu sur place des dizaines de représentants du collectif des communautés subsahariennes au Maroc et d'associations d'aide aux migrants qui manifestent devant le Parlement marocain à Rabat pour protester après le drame de Melilla, avec des pancartes telles que la frontière tue. Et puis, il y a eu des enquêtes qui sont ouvertes en Espagne, puis une mission d'information au Maroc. Les autorités espagnoles, elles renvoient la responsabilité au Maroc, avant de reconnaître que la pression migratoire était difficile à supporter pour le Maroc. Le Maroc, de son côté, pointe de son doigt, du doigt la responsabilité de l'Algérie. Je vous cite un de ses communiqués. Les assaillants sont entrés par la frontière avec l'Algérie, profitant du laxisme délibéré du pays dans les contrôles de ses frontières avec le Maroc. Voilà, donc le Maroc qui pointe du doigt l'Algérie. Et puis l'Algérie répond, qui parle d'une fuite en avant du Maroc, qui accuse Rabat de chercher des boucs émissaires pour se défausser de ses responsabilités. Voilà donc un climat de tension. Alors comment mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce dossier aux enjeux de toute façon hautement diplomatiques? Pour en parler, nous sommes avec deux invités. Bonjour Pierre-Alexandre Bouclet. Bonjour. Vous êtes président de Radio Courtoisie et vous avez été reporter pendant 15 ans à Valeurs Actuelles notamment. Et puis nous sommes également avec Driss Ghali. Bonjour Driss Ghali. Bonjour. Vous êtes auteur marocain formé en France, expatrié au Brésil. Vous connaissez bien les relations entre l'Espagne et le Maroc. Des sujets que vous avez traités d'ailleurs dans votre précédent essai qui est intitulé Mon père, le Maroc et moi, publié aux éditions de l'Artilleur. Et puis vous avez publié récemment De la diversité au séparatisme qu'on peut trouver. C'est un livre numérique qu'on peut trouver sur votre site web, notamment Driss Ghali. Alors je vais me tourner d'abord vers Pierre-Alexandre Bouclet. Il faut le dire, c'est vous qui avez eu l'idée de ce sujet, puisque vous avez également des sources, vous avez enquêté et vous avez des informations à nous dévoiler, notamment sur cette affaire. Oui, alors déjà, la première chose à dire, c'est que une ONG de défense des immigrés illégaux disait les frontières tuent. Non, ce qui tue sont les gourdins, ce sont les lances, ce sont les crochets. C'est pas une frontière, ça c'est n'importe quoi. Donc ce qui tue, c'est la personne qui vient avec son arme et qui frappe. Ça, c'est le préalable à tout. Et après, oui, alors on est dans le cadre d'un grand jeu, en fait, c'est un grand jeu régional. C'est pas le grand jeu à l'Afghane comme on a connu au 19e siècle, mais c'est un grand jeu régional qui nous concerne beaucoup et qui met en place des États, l'Algérie, le Maroc et l'Union européenne, et puis derrière, évidemment, une masse d'immigrés subsahariens qui, eux, essayent de gagner l'Europe par tous les moyens, et notamment les moyens illégaux, parce qu'en fait, ils font le choix de franchir les frontières de manière illicite, parce que, a priori, ils n'auraient pas vocation à avoir de visa. Et il y a
quelque chose d'important à comprendre pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui se demandent peut-être comment ce genre d'émeute débouche, enfin éclate, c'est d'abord que quand on est en dehors de Melilla, on est simplement un immigré illégal en transit. Quand on a mis un pied à Melilla, on est obligé d'avoir des soins et on est obligé, quand on est mineur, d'être régularisé. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils attaquent la frontière. Là, ce qu'on a vu hier, c'est un assaut, hier, le 24 juin, c'est une bataille organisée, c'est-à-dire c'est un vrai assaut dont l'objectif n'est pas forcément de tuer des policiers marocains, mais de mettre un pied sur le sol. Ils sont sauvés une fois qu'ils sont sur le sol européen, on va dire, espagnol. Chat perché, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Ils sont là, on ne peut plus les toucher. Et donc, c'est ça qu'ils veulent, y compris donc, par la violence la plus radicale, parce que les règles sont ainsi faites. Et de l'autre côté, on a des grandes tensions qui existent entre le Maroc et l'Algérie, qui sont connues, notamment pour la question du Sahara occidental. Le Sahara occidental est une pièce essentielle du grand jeu régional que se disputent le Maroc et l'Algérie notamment, et au milieu d'eux, le Front Polisario, qui est un groupe indépendantiste. Et l'Algérie a un jeu très très trouble, qui est un jeu très trouble en fait avec le Maroc, mais aussi avec nous, et qui se sert notamment de l'immigration illégale, sur laquelle elle ferme les yeux pour créer des tensions. Et alors ce qui est intéressant, c'est que on apprend en s'intéressant à ce sujet que l'essentiel des groupes et des filières d'immigration illégale à destination de l'Union européenne ont transité par l'Algérie. Se trouvent en Algérie. C'est-à-dire que leur siège, littéralement, ils sont hébergés en Algérie et l'Algérie ferme les yeux. Et ça, c'est quand même des choses importantes parce qu'on ne le sait pas forcément. Et le Maroc, donc, se retrouve à être un peu le gendarme de l'Europe. Le Maroc, c'est ce qu'on appelle un pays de transit dans le jargon diplomatique. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont frontaliers, qui sont tampons entre les masses d'immigrés qui veulent débarquer chez nous et nous. Et donc, il faut savoir aussi, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, que la bataille de l'immigration illégale, elle ne se gagne plus chez nous. La preuve, on le voit avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a été totalement empêché de renvoyer 130 immigrés par avion. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est hallucinant. Ils voulaient renvoyer 130 immigrés illégaux. La Cour européenne des droits de l'homme a interdit ça. Ils n'en ont pas renvoyé un. Donc en fait, la bataille, elle se gagne au-delà de nos frontières maintenant. Et notamment avec des pays de transit, comme le Maroc, qui nous aident à tenir la barque, si je puis dire. Donc, autant qu'ils peuvent. Parce qu'on voit bien que là, ils sont eux-mêmes tenus. C'est tout le jeu. Quand on regarde ces scènes, vraiment, chers auditeurs, je vous invite à aller regarder ces scènes que vous pouvez retrouver notamment sur les réseaux. On voit ces 2000 hommes. Je précise que ce ne sont que des hommes plutôt jeunes, très formés, assez musclés, avec des armes. On peut aussi, tout à l'heure, revenir sur les armes. J'ai une émission espagnole, j'ai vu ça hier, qui a travaillé sur les armes de cet assaut. Il y a des armes dangereuses évidemment, des armes empoisonnées. Enfin, voilà, tout ça a été fomenté à l'avance, organisé. Visiblement, il y avait une sacrée organisation derrière. Peut-être rappeler, je vais vous donner la parole, Driss Ghali, que également, pour que tout le monde ait tout le contexte avant qu'on continue d'avancer sur ce sujet, que c'était aussi, un accident intervenait également après comment dire, le dégel des tensions entre l'Espagne et le Maroc. Driss Ghali. Oui, bonjour. Tout à fait. Ça n'arrive pas à un moment anodin. Le Maroc et l'Espagne ont signé un accord qui a changé complètement leurs relations. L'Espagne ayant donné au Maroc tout ce que le Maroc désirait, c'est-à-dire la reconnaissance, grosso modo, de la marocanité du Sahara. L'Espagne a changé complètement sa position. Elle était neutre. Elle disait qu'il y avait une guérilla qui s'appelle le Polisario et qu'il fallait que le peuple du Sahara s'autodétermine. Donc, elle était plutôt neutre, voire un peu favorable à la guérilla. Là, elle dit, écoutez, le seul programme valable, légitime sur la table, c'est le programme marocain, qui est un programme finalement d'annexion du Sahara avec un peu d'autonomie. C'est un changement historique. Le Maroc a obtenu ça en forçant la main aux Espagnols. Rappelez-vous, il y a un an, l'envahissement de Ceuta par 30 000 Marocains. Et à l'époque, ce n'était pas des Noirs d'Afrique, c'était des Marocains, dont des bébés et des femmes voilées dans l'eau. Enfin, je rigole, c'était même terrible. Et ça a duré 2 jours. Et là, donc, moi je parle en tant que Marocain, on a, entre guillemets, mis la pression sur les Espagnols. On leur a dit, vous nous donnez ce que l'on veut sur le Sahara et on s'occupe
pour vous de la frontière. Et là, nous sommes rattrapés par la réalité. Alors, est-ce que c'est l'Algérie qui joue avec nous? On ne sait pas. Mais là, la réalité nous rattrape parce que là, dès qu'on s'occupe sérieusement de la frontière, on a des morts. Comme l'a dit très bien Pierre-Alexandre, vous avez des gens extrêmement informés. D'ailleurs, je soupçonne que les ONG du côté européen les motivent et les coachent parce qu'ils savent très bien, dès qu'ils mettent le pied en territoire espagnol, je ne dis même pas européen parce que je crois que Melilla n'est pas encore dans Schengen, à vérifier. Dès qu'ils mettent le pied là-dedans, on ne peut plus les expulser grâce à nos amis de la CEDH. Voilà. Donc on comprend, d'après ce que vous dites, que, comment dire, les migrants, ça fait depuis longtemps que ce sont des objets de pression finalement, ce sont des trésors de pression pour certains enjeux diplomatiques supérieurs. Est-ce qu'eux-mêmes en ont conscience? C'est encore une autre question. Je voudrais qu'on revienne sur cette organisation-là. On voit donc cette masse de 2000 hommes qui arrivent, évidemment qui ont transité, qui ont été organisés, qui sont passés par l'Algérie, peut-être organisés par l'Algérie, on ne sait pas, enfin c'est une question qui se pose. Il me reste 2 minutes, je vais vous faire écouter. C'est affolant. Cette émission Horizonte, c'est une émission espagnole qui a travaillé, qui a récupéré en fait les armes de ces hommes, de ces migrants, et qui les a analysées. Et je vais vous faire la traduction en direct. Écoutez. Está en una bolsa porque esto es un pincho con alambre y tiene heces todavía. Y esto lo voilà, il dit c'est une arme avec un pic et des fesses dedans. Sí, sí, pero esto lo han hecho a pour piquer et pour infecter. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Les arrojan heces. Iba a traer un uniforme, pero me han pedido que no lo pusiera y no lo voy a hacer. Bon, là, on lui dit qu'il ne veut pas porter d'uniforme pour porter ces pics. Voilà, il dit tout ceci est très rudimentaire. On dirait une pièce d'archéologie. Une lance avec du cuivre dessus. Le bois est fissuré, ils le compressent et avec du plastique brûlé, ils fabriquent une arme. Une arme qui tue. Voilà, ils disent exprès, derrière, que ces personnes ont aussi jeté de la chaux, ils jettent des excréments, donc ils ont ces armes infectées à l'avance pour empoisonner. Ils ont également un type d'arme que j'ai pu voir dans cette émission, c'est une lame qui descend sur le bâton et qui coupe les doigts, les tendons des personnes qui se raccrocheraient à ce bâton. Voilà, donc tout ça est organisé évidemment, ce ne sont pas seulement des migrants qui tentent de passer une frontière, surtout que la frontière, ce n'est pas une simple frontière là, ils sont passés par... En plus, il y a quelque chose de très symbolique, ils passent au niveau du poste frontière, c'est quand même assez étonnant, ils auraient pu passer derrière dans le désert où personne n'était là, et là il y a 2-3 clôtures très hautes, et d'ailleurs une qui s'est effondrée, donc tout cela pose de grandes questions et on va continuer de parler de ce sujet très intéressant qu'il faut fouiller après les informations car il est 8h pile et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Je rappelle pour nos auditeurs, Melilla est une enclave espagnole située au Maroc, qui a été prise d'assaut par 2000 migrants vendredi 24 juin, donc dans cette frontière entre le Maroc et l'Espagne. Et le bilan humain pour les migrants est de 23 morts et beaucoup de blessés du côté des policiers sur place. Alors nous continuons d'en parler avec Pierre-Alexandre Bouclet, président de Radio Courtoisie et ancien reporter à Valeurs Actuelles. Driss Ghali, auteur marocain. Vous connaissez bien les relations entre l'Espagne et le Maroc notamment. Vous êtes auteur de ce livre « Mon père, le Maroc et moi », publié chez l'Artilleur, et puis récemment de ce livre « De la diversité au séparatisme ». Alors, je reviens sur cette organisation, cette mafia finalement des migrants. Pierre-Alexandre Bouclet, là on comprend clairement que tout cela a été fomenté, organisé. Évidemment, il n'y a pas 2000 hommes qui débarquent comme ça, et que d'ailleurs les renseignements marocains étaient forcément au courant également. Ah, c'est fort probable qu'ils aient pu voir, au moins par des localisations GPS, par des radars, ça c'est sûr et certain. Après, effectivement, l'immigration illégale, c'est pas ce qu'on voit comme en ce moment avec notre immigration ukrainienne proprette, avec des femmes et des enfants exclusivement, bien propres sur eux et qui veulent rentrer chez eux. Là, c'est des masses gigantesques qui durent toute l'année et leur objectif, c'est de passer en force. Quand vous parlez de passage d'attaque d'un poste frontière, c'est aussi parce qu'il y a une intention de marquer les esprits. C'est-à-dire, c'est pas seulement, effectivement, ils auraient pu passer par le par désert. l'arrière.
La et veille, essayer de ils ne pas étaient être sur la repérés. colline d'ailleurs de Bah oui. Nador, je crois. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils veulent des images. Oui. Ils veulent marquer les esprits, ils veulent montrer qu'ils sont là. Mais qui S'il y a des ils? Pas morts, les migrants cherchent juste à passer. les Donc migrants, on là, les envoie sur des lieux où on leur dit voilà, c'est ici qu'il faut passer, ça voilà. c'est sûr. Le migrant, Les c'est migrants auraient une. peut-être préféré avoir une voie plus simple Oui, d'accès. et effectivement, eux, ce sont Sachant que des certains sont instruments. morts en passant au-dessus Absolument. des Mais clôtures. ça se passe exactement comme dans la jungle de Calais ou comme ça s'est passé notamment aussi au pays dans les frontières balkaniques de l'Europe en 2015. Ce sont des gens vraiment structurés par des filières criminelles, hein, c'est-à-dire ce sont des groupes mafieux, des groupes criminels, enfin pas mafieux parce que la mafia c'est spécial, mais des groupes criminels qui structurent ça, qui organisent le départ, qui abusent même souvent de la bonne foi de l'immigré illégal qui, lui, a vocation simplement à faire sa vie. Il faut savoir qu'en Afrique, c'est tout un village qui se cotise pour payer le départ de la personne. On réunit 2 à 5 000 euros et la personne ensuite est emmenée par des filières jusqu'en Europe. Et parfois, c'est pas la vraie destination. C'est-à-dire qu'on connaît cet exemple des femmes éthiopiennes qui sont emmenées jusqu'au Liban alors qu'elles voulaient venir en Europe et qu'on emmène au Liban. Au Liban, on les dépouille de leurs papiers d'identité et elles deviennent esclaves de ménage. Pour de vrai, ça se passe comme ça. Ouais. On a des tas d'exemples de ce genre. Et là, donc, ils servent manifestement des intérêts qui les dépassent. Et ils sont utilisés effectivement pour déstabiliser soit l'Union européenne, soit le Maroc. Et alors, ce qui est quand même rigolo dans cette affaire, enfin, c'est pas rigolo, mais c'est frappant, c'est l'attitude de l'ONU par rapport au Maroc. C'est-à-dire que on fait toujours, c'est comme si on ne voulait pas voir la réalité en face. Là, vous avez décrit les armes, etc. C'est extrêmement incarné, on comprend ce qui se passe pour de bon. Mais au niveau de l'ONU ou de l'Union européenne, on voudrait que ça se passe sans brutalité. Or, la réalité, parfois, elle est brutale. Et on ne peut pas demander aux Marocains, enfin au Maroc, de faire un peu le gendarme de l'Europe pour nous préserver justement cette immigration illégale, et en même temps, lui jeter la pierre, c'est le cas de le dire, lorsque il y a des débordements. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'ils devaient regarder passer tout le monde et ne pas remplir un peu le contrat qu'ils ont avec l'Europe? Que devait-il faire en fait? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question que je me suis posée également en regardant ces images. Et Driss Ghali, je vais me tourner vers vous parce que moi, mon impression des images qu'on voit, et on a vu la veille, en effet, ce ratissage, comme ils disent, de la colline de Nador, où les forces de l'ordre ont essayé d'éloigner certains de ces hommes, de ces migrants. Il n'y a pas de preuve de violence de la police à ce moment-là. Évidemment, après, le lendemain, on voit la police qui tape sur des migrants qui sont déjà tombés en fait du mur et qui les empile. Et c'est vrai que ces scènes où on voit tous ces corps les uns sur les autres, c'est absolument atroce. Mais quelle est la solution? En effet, ce sont des hommes qui sont armés et qui passent des frontières de façon tout à fait illégale et ils savent que c'est illégal, Driss Ghali. Alors, effectivement, quelle est la solution? La solution, elle est idéalement en Europe, hein, parce que l'appel d'air, il est en Europe. C'est-à-dire que dès qu'on met le pied à Ceuta Melilla, vous avez les juges des cours espagnols qui émettent des décisions qui vous rendent tout à fait inexpulsable. Vous êtes obligé on vous met dans des centres d'accueil qui ne sont pas des centres fermés et vous attendez le prochain ferry pour aller à Schengen, c'est-à-dire en France ou en Italie ou ailleurs. Donc, il faut savoir, je pense qu'il faut accuser les lois en vigueur en Espagne qui sont imposées par l'Union européenne. Il faut aussi accuser les organisations humanitaires. Hein. Moi, je serais à la place des Espagnols, je les éloignerai de Ceuta de Melilla en appliquant la loi martiale ou autre. Il doit bien avoir des codes qui permettent cela, parce que ce sont des organismes de subversion maintenant, ces ONG-là, qui distribuent, qui crée cet appel d'air. Ça, c'est du côté espagnol. Du côté marocain, maintenant, on va rentrer dans le dur. Parce que jusqu'à présent, on a fait le malin. C'est-à-dire qu'on a signé le pacte de Marrakech qui dit qu'il faut, rappelez-vous le pacte de Marrakech, qui disait qu'il faut que l'immigration soit régulière et sûre. C'est une blague. Vous avez vu ce qui s'est passé, vous l'avez très bien décrit. Donc, le Maroc doit choisir. Soit on est dans le pacte de Marrakech, c'est-à-dire dans une telenovela mexicaine où tout le monde est beau et gentil, soit on lutte sérieusement contre ça. Ça veut dire tirer des balles réelles, parce que là on est avec les balles de caoutchouc. Ça veut dire, je ne dis pas qu'il faut tirer sur les gens, mais vous avez des mafias, vous avez Pardon, ça veut dire quoi que là on tire avec des balles de caoutchouc? J'ai pas bien compris. C'est une image. Le Maroc a mis en face. Attendez, on va parce que là la connexion fonctionne mal. Reprenez cette phrase là, s'il vous plaît. Des auxiliaires
Je vous entends pas bien là. Oui, Ah, alors je on vous ai va. perdu. Alors, Driss Ghali, on a un problème de connexion avec. Je vous ai Je crois que vous êtes en perdu. Je sais Espagne pas si d'ailleurs vous en ce m'entendez. moment, à Salam. On va vous appeler par téléphone, monsieur Gallier. Coupez le Désolé. son et gardez juste la vidéo, comme ça on aura les images et on vous appelle par téléphone tout de suite. C'est ça, les aléas de direct. Je me tourne vers Pierre-Alexandre Boucla qui lui est en studio. C'est quand même Devant bien le plus micro, confortable. c'est plus confortable. Voilà. Effectivement. Donc on continue d'analyser. Vous pensez, vous, Pierre-Alexandre Bouclet, quelle est la faille là de ce système en fait? Où est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas appeler à être plus dur avec ces migrants et en même temps comment réagir face à cela? C'est plutôt du côté des filières en effet que vous appelez Oui. mafieuses ou criminelles. Criminel en tout cas, Ouais. oui. Bah, je pense, Donc, comme ça, vous coupez le son de votre micro de l'ordi, on aura l'image avec le son du téléphone. Ça vous va? c'est-à-dire qu'on doit effectivement cesser ce genre d'attrape, D'appel d'air en fait. d'appel d'air en fait. Mm. C'est-à-dire que ça donne envie. C'est-à-dire que si on vous dit, tu sais, dès que tu auras mis le pied là, c'est bon, t'es sauvé, tu auras des aides sociales, tu auras tout, forcément les gens veulent. Si on leur dit, écoute, t'as aucune chance, Maintenant, ça c'est ne va fini. pas bien Oui, se ça passer, sert à rien, eh oui. bien, ils vont aller ailleurs. C'est ce qu'on appelle... Ou rester chez eux. Oui. ou rester chez eux et essayer de se reconstruire avec de l'aide au développement local, etc. C'est ce qu'on appelle le principe de déplacement. C'est-à-dire que quand le rapport risque-profit n'est pas en votre faveur, vous allez ailleurs. C'est exactement comme un criminel qui se retrouve devant une belle maison avec toutes les portes et fenêtres ouvertes, ou ici il se retrouve devant une prison avec des barreaux, des machins, des fers barbelés. Bah, il va pas aller s'en prendre à la forteresse, il va s'en prendre à la maison avec les portes ouvertes. C'est exactement comme ça. L'Europe, c'est une maison aux portes et aux fenêtres ouvertes pour le moment. Malheureusement. Avec un chant de oui. sirène en plus, peut-être. En plus, c'est Oui. ça. Et on leur dit venez, ça va être magnifique. Et alors le pire, c'est que c'est faux. Et ensuite, le vrai autre problème, c'est les groupes criminels. C'est-à-dire que ce sont ces groupes criminels qui structurent les filières d'immigration depuis la source jusqu'à l'arrivée et qui bénéficient... alors, ce sont vraiment des criminels, c'est-à-dire ce sont des trafiquants d'êtres humains. Le vrai mot, c'est ça. Parce qu'on utilise toujours filière d'immigration, blabla, mais la véritable appellation, c'est trafiquants d'êtres humains. Parce que, encore une fois, ils extorquent des sommes folles à des gens miséreux en leur vendant du rêve. Sur la route, il arrive que les femmes, pareil, des exemples atroces de femmes à qui on a dit en fait c'est bon, tu avais payé 2000 €, mais en fait maintenant c'est plus cher, donc tu vas faire la pute pour nous. Et ça s'est passé, ce sont des choses qui arrivent, ça croule dans tous les rapports liés au trafic d'êtres humains. Et les esclaves, et puis après ces pauvres gens qu'on met parfois sur des barques pour traverser la Méditerranée en leur disant bah, c'est bon, maintenant tu es arrivé à bon port, tu traverses le petit bout de mer là, et puis une fois que tu es là-bas, tu nous fais signe. Bon, c'est des trucs criminels. Et eux, il faut lutter contre eux. Et c'est ce que dit à nouveau Driss Ghali, ces gens ont une espèce d'aura qui leur est donnée de manière positive par les ONG et les organisations de défense des immigrés illégaux, alors que ce sont des assassins, ce sont des criminels, et il faut les punir. Et il faudrait que les États, comme l'Algérie... Et c'est vrai que parfois, on voit les ONG tendre la main à certaines organisations. On avait vu ça, hein, ces ONG qui étaient allées chercher directement les migrants sur les bateaux. Mais complètement. Mais oui, et là, il y a quasiment une complicité de trafic d'êtres humains. Oui. Je vais demander à Driss Ghali à ce sujet, parce que vous commenciez à pointer le doigt sur cette question du rôle des ONG, volontaires ou pas, malgré tout, qui participent à ce flux migratoire dangereux pour eux. On a été coupé. Donc effectivement, en fait, pour l'instant, tout le monde en profite. Vous avez les ONG, il y a leurs financeurs européens, qui soient des régions françaises ou des fonds européens ou des fonds privés. Vous avez le Maroc qui a joué un jeu plutôt de bon élève, même s'il a utilisé l'arme diplomatique de l'immigration comme une arme diplomatique pour arracher des choses à l'Espagne. C'est de bonne guerre, mais il l'a quand même fait. Vous avez aussi toutes les ONG marocaines, aussi il y a pas mal d'ONG marocaines de droits de l'homme, d'appui aux migrants. Et vous avez les grands absents dont on ne parle jamais, ce sont les élites africaines. Parce que ces jeunes-là qui ont sauté sur la frontière espagnole, ils auraient pu sauter sur les murs du palais présidentiel de Dakar ou d'Abidjan ou de Bamako. Enfin, on ne quitte pas son pays à pied sans être vu par les gendarmeries du Mali, du Sénégal, de la Guinée. Oui. En fait, ils s'en sortent toujours parce que plus vous avez la misère qui atterrit à Melilla, plus les ONG de l'aide au développement, sont d'autres ONG, vont aller vous pleurnicher, demander de l'argent pour aller aider les Africains à se développer. Donc ce qu'il faudrait, en fait, c'est un New Deal, à mon humble avis, c'est-à-dire qu'on dise la vérité. C'est-à-dire qu'on rétablisse la punition, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on rétablisse
la loi, c'est-à-dire qu'une frontière ne se viole pas. Déjà ça, ce serait pas mal. Et ensuite, qu'on change les lois sur l'immigration, parce que, au fait, qu'est-ce qui se passe? L'Europe est une forteresse, mais une forteresse pour les gens comme moi, qui vont demander un visa. Nous, on est humiliés dans les consulats français de l'étranger, il faut le dire. On nous fait attendre par 40 degrés à l'ombre. On nous demande de prouver que nous avons de l'argent à la banque. On nous demande des choses assez hallucinantes. Mais moi, comme, pardon, je précise, comme beaucoup, enfin, le Maroc, d'autres pays, par exemple de l'Est, je suis assez concerné pour le savoir, ont de gros problèmes de visa également. Quand on fait tout dans la légalité, c'est très compliqué, de plus en plus compliqué, on peut le dire. Je suis d'accord. Et je pense qu'on a vraiment la politique d'immigration la plus belle du monde. À mon avis, il faut faciliter les entrées légales et être intraitable sur le... C'est comme la Californie, avec la loi des 3 strikes, 3 infractions. Vous venez chez moi, pas de problème, vous restez, je vous donne un visa d'1 mois, vous ne le respectez pas, vous ne revenez plus. Et à 3 infractions, vous êtes persona non grata. Mais il faut savoir appliquer la loi. Or, vous avez aujourd'hui un refus d'appliquer la loi en Europe, et vous avez aujourd'hui un chantage des élites du Sud, du Maghreb ou de l'Afrique, qui nous disent, grosso modo, ils disent à nos chefs très faibles, de M. Macron à M. Sanchez en Espagne, qui sont des gens très faibles, ils leur disent, c'est soit vous nous laissez envoyer notre excédent démographique et nous remplir les poches, parce que l'argent de la mafia, vous savez, une traversée, ça coûte 5 000 €. Croyez-moi qu'il y a des gens au Maghreb et au Mali qui prennent cet argent-là. Parce que le mafieux tout seul, c'est pas avec une sagaie qu'il va effrayer les forces de l'ordre. L'argent circule. Donc, au fait, l'Europe est victime d'un chantage. Donc, moi, j'appelle de mes voeux, pour conclure, un New Deal total. On remet la politique à zéro, on fait un reset. Et de toute façon, on ne peut pas faire pire que ce qu'on fait aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant que venant de vous, qui êtes marocain, Driss Ghali, finalement, on entend là une voix qui appelle tout simplement à fermer les portes de l'immigration, enfin en tout cas à être plus sévère sur l'immigration illégale en Europe. C'est bien ça, c'est le résumé. Oui, et le pire, c'est l'image qui est donnée de l'Africain. Moi, je suis marocain aussi, disons que je suis africain, parce que quand on est au Maroc, on est africain. Moi, j'ai honte, en tant qu'Africain, de voir ces hommes se jeter aux pieds de l'homme européen. On est en 2022. Vous parlez de la décolonisation de 1962. 60 ans plus tard, on en est encore là. Moi, ça me crève le cœur. Moi, si j'étais Martin Luther King, s'il était parmi nous, il serait un Melilla. C'est pas normal quand même. L'Union africaine devrait s'emparer de ce drame-là. Il n'est pas normal que la jeunesse africaine en soit réduite à ça. Mais de toute façon, on va vers comment dirais-je, ce ne sont que les, comment dirais-je, j'allais dire qu'on va vers la guerre, parce que ces enclaves espagnoles, elles sont là depuis le XVe siècle, comme des points de contrôle de la frontière. Et là, les Espagnols, ils n'auront plus d'autres alternatives que de réenvahir le nord du Maroc, comme ils l'ont fait au XIXe siècle, au XXe siècle. Je plaisante un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. On est en train de casser des équilibres politiques on a eu beaucoup de mal à faire. Après les décolonisations, on est en train de les casser avec cette immigration. La relation Maroc-Espagne est prisonnière de ce problème-là, qui n'est pas un problème marocain, c'est un problème ivoirien, malien, guinéen. Et peut-être algérien, parce que là, je le rappelais tout à l'heure, l'Algérie voit d'un mauvais œil le rapprochement, enfin disons le dégel entre l'Espagne et le Maroc. Oui, bien sûr, et ce problème, ce problème algérien, en fait, il n'a pas de solution parce que le régime algérien est en train de... Enfin, je ne veux pas faire le marocain de service, mais le régime algérien, il est en crise permanente et il a besoin d'ennemis extérieurs. Donc, c'est le Maroc, c'est l'Espagne, c'est la France. Donc, c'est le trio. On a été tiré au sort. Mais il faudra bien le résoudre. Il faudra bien le résoudre parce que là, c'est ridicule. Là, juste pour donner un exemple, l'Algérie refuse de vendre refuse que son gaz passe par le Maroc. Elle est en train de l'envoyer par bateau à l'Espagne. Enfin, on est en train de marcher sur la tête. Oui. Je vais donner le mot de la fin à Pierre-Alexandre Bouclet pour conclure cette table ronde. Finalement, bon,
aujourd'hui, tout le monde est perdant. Sauf les quelques migrants qui ont réussi à passer sans heurts. Encore que, on va voir leur sort, j'espère. Je leur souhaite bon courage chez nous. Oui. Oui, voilà. Ils vont devenir chauffeurs pour Uber. Oui. Enfin, Deliveroo. Oui. Mais bon, donc il y a quand même des choses qui sont organisées derrière, des complicités volontaires ou involontaires. On en a parlé avec les ONG, etc. Vous aussi, vous êtes comme Driss Ghali. Vous dites finalement, faut cesser le chant de la sirène qui appelle tous ces gens, qui fait un appel d'air. Alors ça, c'est l'idéal. Ce que dit Driss Ghali, je partage évidemment complètement. Idéalement, il faut effectivement revoir de fond en comble notre politique migratoire, c'est sûr et certain. Mais c'est pas pour demain la veille. En attendant, avec l'Europe qu'on a. Le minimum que l'on puisse faire, c'est d'être solidaire de nos gendarmes. Et en l'occurrence, actuellement, notre gendarme, c'est le Maroc. Donc, quand la police marocaine repousse un assaut organisé d'immigrés illégaux soutenus par des groupes criminels armés, eh ben, on ne dit pas les Marocains sont des méchants, on dit ouf. La police marocaine a stoppé cet assaut et c'est toujours ça de moins sur nos frontières. Voilà exactement ce qu'on devrait faire. Il faut être lucide en fait, et un peu pragmatique. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour cette table ronde autour de Melilla, qui n'est qu'un symbole finalement des tensions et des enjeux diplomatiques et également migratoires. Et ce n'est qu'un début, à mon avis, de ce qui risque d'arriver dans les prochaines années si ça continue comme ça. Merci beaucoup, Driss Ghali. Je rappelle votre dernier livre, alors, De la diversité au séparatisme. Ça, c'est votre livre numérique. Et puis Mon père, le Maroc et moi, publié chez L'Artilleur. Et puis Pierre-Alexandre Bouclet, bien sûr, tout le monde le connaît ici, président de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.